Bonjour à toutes et à tous. On va laisser les derniers arrivants s'installer tranquillement pour débuter cette 8e saison de Science à Cœur ici à l'UPMC. Je suis très heureux d'être là pour vous accueillir. Et pour ouvrir cette 8e saison, je vous propose d'écouter Bertrand Meyer, qui est vice-président délégué aux structures de recherche ici à l'Université Pierre et Marie Curie. Je vous laisse la parole. Merci. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir au nom de l'ensemble des partenaires de Sorbonne Université et au nom de l'UPMC à cette conférence inaugurale de la saison 2016 de Science à Cœur. Donc Science à Cœur en est à sa 8e année d'existence et c'est devenu un rendez-vous annuel phare de la programmation culturelle de Sorbonne Université. Le concept de Science à Cœur est double. D'une part, c'est mu par le désir d'ouvrir les sciences vers le monde extra-universitaire et d'autre part, vers le souhait d'instaurer un dialogue entre les communautés des sciences et des sciences humaines et sociales. Donc Science à Cœur se déroule tout au long de l'année universitaire. C'est ouvert à tous les publics. Ça met en scène les hommes et les femmes qui font la science dans le cadre de Sorbonne Université. Et après le succès de la dernière saison, qui était centrée sur le changement climatique et à qui l'accord contraignant de la COP21 a donné une résonance particulière, on peut souhaiter un succès similaire à la 8e saison qui s'ouvre aujourd'hui autour des données. Cette nouvelle saison ne se conclura certainement pas comme la précédente sur un accord universel et contraignant. Il est en effet difficile d'imaginer un accord planétaire sur l'échange ou sur l'analyse des données massives, mais cette saison de Science à Cœur va vous permettre d'en apprendre beaucoup sur ce que sont ces données, qu'on appelle souvent Big Data, sur les moyens utilisés pour les fouiller et pour les mettre en relation avec d'autres jeux de données. Donc au cours de ce cycle de conférences, les établissements de Sorbonne Université vont donc vous apporter quelques clés de compréhension et de réflexion autour des enjeux scientifiques et sociétaux qui sont liés à l'usage des données. Donc cette saison 8, dont le leitmotiv va être « Donner du sens aux données », explorera une grande diversité de problématiques qui sont liées à ces données, qu'elles soient complexes ou qu'elles soient nombreuses. On parlera de véracité, de fiabilité, d'incertitude, mais aussi de stockage, d'accès et de protection de l'individu. Donc la première de ces conférences s'intitule « Données, informations, connaissances, décryptons les données » et elle bénéficie de la présence de deux éminents spécialistes que je remercie pour leur participation à cette aventure. L'un côté sciences, Serge Abitboul, qui est informaticien, membre de l'Académie des sciences, chercheur à l'INRIA et professeur affilié à l'ENS de Cachan. Et l'autre, côté sciences humaines et sociales, Jacques Dubuc, qui est philosophe, directeur de recherche au CNRS, dans l'équipe sciences, normes et décisions, et donc un partenaire très proche de l'UPMC, puisqu'il est à Paris-Sorbonne. Je ne serai pas plus long et je vais donc vous laisser au plaisir de dialoguer avec eux sur ce monde fascinant des données dont l'emprise sur nos vies est extrêmement importante. Je vous remercie. Merci à vous, Bertrand Meyer, de cet accueil chaleureux. Vous pouvez applaudir Bertrand Meyer qui vous accueille ici. Alors vous avez fait un peu mon travail, vous avez présenté nos deux intervenants. Je vais les inviter à quand même venir sur scène pour que vous puissiez les voir, nos deux intervenants, Serge Abitboul et Jacques Dubuc. C'est vrai que ce monde des données est absolument fascinant, gigantesque. On ne sait plus trop comment quantifier et donner un ordre de grandeur. En tout cas, c'est l'évolution qui est spectaculaire. Ça double tous les 18 mois, cette quantité de données stockées et générées par les êtres humains sur Terre. Un véritable déluge. Alors, les scientifiques, cette notion de données, ils n'ont pas attendu le big data pour l'avoir, mais
Là, ils sont confrontés à un problème d'une toute autre ampleur, avec effectivement ces données dans tous les sens. On va voir aussi avec nos intervenants si il s'agit uniquement une question de volume qui change, de quantité, ou si on est aussi dans des données dont la nature change, comment on explore ces données qui sont parfois difficiles à comprendre, pas forcément homogènes. Alors quels outils les scientifiques utilisent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ces données? On nous promet de grandes choses, des prouesses avec ces données. On nous fait craindre aussi Big Brother. On va voir où est-ce qu'on peut placer le curseur entre ses espoirs et ses craintes à la fois. Alors nos deux intervenants, je vous les représente un petit peu. Serge Abitbol, vous êtes, on l'a dit, directeur à l'INRIA, vous êtes un pionnier du domaine et c'est assez amusant la façon dont vous êtes venu à ça. J'ai quand même vérifié avant de lancer cette information vous concernant, j'ai été vous voir en début de rencontre, vous êtes penché sur les données au moment, quand jeune, après vos études, quand il a fallu choisir un thème de recherche, parce que c'était un domaine dans lequel la biblio était encore assez restreinte. Finalement, il n'y avait pas trop de travail à fournir, et vous m'avez même confirmé avec un grand sourire, c'est vrai que je suis feignant. Alors, je ne sais pas si c'est si vrai que ça, si c'est une coquetterie. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes une des références dans le domaine, une référence mondiale. Vous avez fait évidemment vos preuves dans le domaine, qui n'est plus aussi confidentiel et sur lequel les publications et les datas aussi ont été largement générées. Vous êtes professeur affilié à l'ENS Cachan, membre de l'Académie des sciences à l'ENS Cachan et Université Paris-Saclay. Votre recherche principale porte sur la gestion d'informations et notamment sur le web. Et ce sera aussi très intéressant de voir avec vous comment fonctionne un moteur de recherche, comment on classe toutes ces données, ce qu'on peut leur faire dire exactement. Et puis avec nous, Jacques Dubuc. Jacques Dubuc est philosophe et logicien. Alors logicien, j'ai essayé de trouver une façon de le dire un peu plus grand public. Vous m'avez dit oui, on peut dire ça sans trop de conviction, mais je vais quand même le dire comme ça. Vous ne cherchez pas à résoudre les problèmes, même vous vous intéressez à la façon dont les autres résolvent les problèmes. On peut le dire comme ça, Jacques Dubuc. J'ajouterais peut-être à la manière dont ils devraient les résoudre. Voilà, la façon dont on devrait résoudre les problèmes. C'est peut-être plus constructif. Donc, c'est à l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes chercheur, directeur de recherche dans l'équipe Sciences, Normes, Décisions. Et vous êtes actuellement directeur scientifique au secteur Sciences de l'homme et de la société à la Direction générale de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà pour les présentations complètes. La règle du jeu, pour ceux qui sont habitués de ces rencontres, elle ne change pas. C'est-à-dire que l'un et l'autre, vous allez nous faire une présentation avec un petit diaporama que vous avez préparé, une quinzaine de minutes chacun, pour ensuite laisser une large place de discussion avec moi et avec vous pour vos questions. On commence tout de suite avec vous, Serge Abitbol. D'accord, merci. Oui, donc la première diapo, c'est la faute à l'algo. Donc ça, c'est un truc qu'on entend sans arrêt. Vous allez quelque part, vous demandez quelque chose, on dit oui, vous avez raison, mais c'est pas possible, c'est la faute à l'algo. Puis on répète ça en boucle. Alors, c'est un peu la question que j'ai essayé de poser, c'est non seulement il y a cette notion de on rend l'algorithme responsable de tous nos maux, mais en plus on a des espèces de craintes. Il y a des craintes un peu diffuses, il y a des espèces de fantasmes. Alors ça va de les algorithmes vont nous prendre le boulot, jusqu'à c'est darwinien, des algorithmes vont devenir de plus en plus intelligents, puis ils vont faire tout à notre place. Alors ça s'est complètement accéléré avec le big data, et il y a des raisons, et donc c'est de ça que je voudrais parler un petit peu. Alors premièrement, c'est que ça a des impacts sur notre vie quotidienne qui sont considérables. Alors en particulier pour ce qui est des données personnelles. Alors ça, j'ai essayé de mettre quelques endroits où vous avez peut-être des données personnelles ou genre de choses dans lesquelles vous avez des données personnelles. Il y a un exercice qui fait flipper, c'est que vous prenez une feuille de papier et vous essayez d'écrire tous les objets, tous les systèmes qui ont des données de vous, des données qui vous concernent, qui sont plus ou moins confidentielles, et ça fout la trouille.
Alors, après, une fois qu'on a ça, on a l'analyse de données massives. Alors, j'aime pas le mot big data, je préfère utiliser le terme analyse de données massives. Alors, l'analyse de données, c'est depuis les années 60, depuis les tout débuts de l'informatique, on a fait de l'analyse de données. Ce qui a changé, c'est beaucoup de choses. On parle souvent des 5 V, la vitesse, la variété, la véracité, le volume, la valeur de ces données. Ça met une dimension supplémentaire. Et puis, les puissances de calcul disponibles. Donc, on a une espèce de conjonction de 2 facteurs. En même temps, quasiment à quelques années d'écart ou sur une dizaine d'années, on voit arriver des volumes de données absolument considérables et en même temps, on a les ordinateurs pour pouvoir les traiter. C'est géant parce qu'on aurait tous ces téra ou pétaoctets, on aurait eu ces pétaoctets de données il y a 15 ans, ça ne savait rien en faire, ça n'aurait pas posé de problème. Malheureusement, aujourd'hui, on sait quoi faire avec. Et en plus, les informaticiens sont un peu creusés à la tête et ils ont développé des algorithmes de fou pour gérer des données. Donc maintenant, on peut avoir des pétas, alors vous en foutez du mot, hein, ça veut dire 10 avec plein de zéros. On peut avoir des quantités considérables de données. On a des ordinateurs pour faire des gros calculs dessus et les informaticiens ont développé des algorithmes pour faire tout ça. Alors, c'est des algorithmes qui utilisent le parallélisme de façon massive, font travailler, je ne sais pas, ils sont capables de faire travailler un millier, une dizaine de milliers, un million de processeurs en même temps pour résoudre un problème. Alors, c'est l'exemple le plus typique, un des premiers gros exemples, c'est l'algorithme de PageRank de Google, qui était capable de classer les pages pour leur donner de l'importance, c'est ce qui vous permet de classer les pages, qui classe les pages dans les résultats de vos réponses aux requêtes. Et ça, si vous voulez, c'est un calcul sur des milliards de pages. Donc c'est un calcul qui, il y a 20 ans, n'aurait pas été possible. Alors d'abord, on n'aurait pas eu un web de 40 milliards de pages, mais en plus, même si on l'avait eu, on n'aurait pas été capable de le faire. Maintenant, on est capable. Bien. Donc la question après, c'est, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et alors là, il y a une espèce de lutte, de course contre la montre, on va vous trouver des tas d'applications dans tous les sens qui vont améliorer la vie des gens, alors la médecine notamment, accélérer la découverte scientifique, booster l'innovation, on va faire une meilleure société, on va faire de l'open gov, on va faire plein de choses, on va pouvoir être bien organisé, on va pouvoir être tout ce que vous voulez grâce à ça. Alors, c'est vrai, mais alors, si c'est si génial que ça, pourquoi les gens passent leur temps à s'inquiéter et à avoir des critiques? Alors, il y a 2 choses déjà qui sont claires quand on entend certains philosophes, pas Jacques, mais certaines personnes qui parlent, des journalistes, des sociologues, etc. Il y a une première chose qui est une espèce de nostalgie du passé. C'était vachement bien il y a 20 ans, puis ça, maintenant, c'est pas terrible, donc on va... Puis il y a aussi une peur, hein, c'est nouveau. Et là, il y a des raisons quand même. Hein. C'est pour la personne qui a perdu son travail à cause du changement, c'est un vrai souci quand même. Peut-être que les autres, ils peuvent voir ça de plus loin, mais quand vous avez perdu votre job parce qu'on vous a remplacé par un ordinateur, c'est quand même un vrai souci. Donc cette technologie, elle a, en même temps qu'elle amène toutes ses promesses, elle amène aussi des risques, et c'est de ça qu'il faut parler. Alors j'ai pris un exemple, parce que c'est un des exemples, mais il y en a plein, hein, qui est très frappant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire des données médicales. Alors avec toutes les données que vous avez pu récupérer sur une personne, avec comment elle se déplace, comment elle mange, ce qu'elle achète, son génome, tout ça, c'est plein de données. Donc à partir de ça, vous pouvez faire 2 choses. Hein. Vous pouvez faire ce qu'on appelle la médecine personnalisée, c'est-à-dire les soins, vous allez pouvoir les adapter à la personne, à sa façon de vivre, à son quotidien. Vous allez pouvoir faire du prédictif. Tout ça, c'est génial. Mais en même temps, vous pouvez faire du saucissonnage sur les polices d'assurance et puis faire des assurances exactement pour une classe de personnes bien délimitée, ce qui veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont sortir du système et qu'on ne mutualise plus du tout. Hein. Le principe de la mutualité, c'était quand même de mutualiser les risques. Bon, si on arrive à tout saucissonner, il n'y a plus de mutualisation des risques. Donc voilà, c'est la même techno. Tout ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors, quand on regarde les big data, on s'aperçoit que les critiques, donc j'ai essayé d'analyser un petit peu plus en détail, les critiques, c'est de quelques grandes catégories. Des critiques qui vont se baser sur l'injustice. Toute cette analyse va être fondamentalement injuste. Très souvent, pas parce qu'elle invente l'injustice, mais parce qu'elle reproduit une injustice à laquelle on s'était habitué. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'elle reproduit une injustice qu'on doit l'accepter. À partir du moment où c'est des ordinateurs, peut-être qu'on pourrait en profiter pour régler un certain nombre de problèmes. Aussi l'opacité, hein, qu'est-ce qu'elles font?
Je ne sais pas moi, ces fameuses boîtes noires, qu'entre parenthèses, on n'a pas l'air de savoir construire, ces fameuses boîtes noires pour regarder tout ce qui se passe sur Internet et faire de l'intelligence au sens de savoir surveiller les citoyens, on ne sait pas ce qu'elles regardent, on ne sait pas vraiment ce qu'elles font. Et l'encouragement de l'uniformité, c'est par exemple les moteurs de recherche dont j'ai déjà parlé, mais c'est aussi les réseaux sociaux. On va vous donner les informations les plus populaires, on va vous donner à peu près l'information que vous avez l'habitude de voir, on va vous restreindre de plus en plus votre champ de vision. Donc tout ça, c'est pas intrinsèque à la technologie. C'est parce que c'est nous qui leur demandons de faire ça. Ces programmes, ces algorithmes, ils sont écrits par nous. Donc c'est nous qui décidons ce qu'ils doivent faire. D'accord ? Encore une fois, même, ça c'est un truc auquel il va falloir s'habituer de plus en plus, même si ces programmes ressemblent de plus en plus à des êtres humains, même si on parle d'une voiture autonome. Une voiture autonome, elle vous conduit comme un chauffeur. C'est quand même, c'est un outil, pas plus, pas moins qu'un tracteur, d'accord ? Si vous parlez d'un assistant personnel qui va vous organiser tous vos rendez-vous, faire tout votre boulot, etc., ça reste un assistant personnel, c'est un agenda un peu sophistiqué, d'accord ? Donc il faut bien faire attention, c'est des outils, c'est à nous de décider de ce qu'ils vont faire. Alors, la question, c'est que c'est à nous de décider, donc il faut qu'on demande à ce que ces algorithmes deviennent responsables. Alors là, il y a peut-être un peu une inquiétude. On ne parle pas de responsabilité au sens c'est un citoyen responsable. C'est encore une fois, c'est qu'un outil. Mais c'est qu'un outil qui se comporte comme un participant de la vie collective. Et donc, en tant que participant à cette vie collective, il faut qu'il ait des responsabilités. Et donc, j'ai mis le contraire des trucs qu'on leur reproche. Il faut qu'il soit équitable, il faut qu'il soit transparent, il faut qu'il favorise la diversité. C'est exactement l'opposé de ce que j'avais mis avant. Donc, après, il faut regarder comment on peut faire ça. Il y a plein de façons de fonctionner. Alors d'abord, on va demander au gouvernement. Les gouvernements, c'est leur responsabilité de faire qu'on ne soit pas en train de vivre dans une jungle. Donc c'est au gouvernement de décider de certaines choses. Il y a les associations. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est ce qui s'est passé avec Instagram. Instagram avait fait quelque chose de complètement non transparent, c'est-à-dire qu'ils avaient transformé, au moment où ils ont été rachetés par Facebook, ils avaient transformé les règles, le contrat qu'ils avaient avec les utilisateurs. En gros, comme vous avez sans arrêt sur le web, on s'est habitué à ça, vous recevez un truc avec 20 pages écrites en notes de bas de page, que personne ne lit, des conditions d'utilisation, et puis il disait en gros, dans les conditions d'utilisation, vos données nous appartiennent, on fait ce qu'on veut avec, on les commercialise, c'est tranquille, ça nous arrange bien. Le problème, c'est que les gens n'étaient pas contents, il a commencé à y avoir une espèce de bronca sur le web en disant non mais c'est pas ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui ont commencé à quitter Instagram par milliers et une semaine après ou quelques jours après, Facebook et Instagram ont annoncé non ça suffit, vous n'avez pas compris ce qu'on voulait dire, c'était pas vraiment ça qu'on voulait dire, on revient au contrat d'avant, d'accord ? Donc là il y a une puissance considérable des utilisateurs parce que c'est quand même eux. Alors, il y a aussi un autre truc auquel je tiens beaucoup, c'est l'éducation. C'est-à-dire que tant que les gens ne comprendront pas ce qu'ils font avec l'informatique, ils ne pourront pas comprendre ce qui se passe dans tous ces outils. Donc l'enseignement de l'informatique, qui est un de mes dadas, là, ça rentre à plein. Et puis la dernière chose, c'est les outils. C'est-à-dire que si on vous donne des outils qui vous permettent d'être plus équitable, si on vous donne des outils qui vous permettent d'être plus transparent. Alors, par exemple, les informaticiens travaillent beaucoup sur des trucs qui s'appellent la provenance. C'est-à-dire qu'ils attachent aux données tout ce qui s'est passé, comment elles ont été construites, quelles sont les données qui les ont construites, comment elles ont été travaillées, etc. Si vous avez ça, vous êtes un peu plus transparent que si on vous donne une donnée en vous disant voilà, débrouillez-vous. Si on vous explique aussi, l'ordinateur, il a choisi ça. Mais pourquoi il a choisi ça, d'accord ? Donc le fait de dire c'est trop compliqué, je ne peux pas vous expliquer, ce n'est pas une bonne réponse, d'accord ? Donc on doit vivre dans un monde où on explique ce qui se passe, et puis c'est pas parce que c'est un ordinateur que ça change la réalité. Bon alors voilà, c'est ce que je voulais raconter. Là j'ai quelques diapos dans lesquels j'explique un peu tout ça, et je vais m'arrêter là en vous conseillant de lire, en faisant un peu, c'est la page pub de ma présentation, en vous conseillant de lire un blog qui s'appelle Binaire, qui est un blog invité du monde, dans lequel on essaye d'expliquer à tout le monde ce que c'est que l'informatique et en quoi elle est en train de transformer notamment les autres sciences. Merci.
Merci à vous, Serge Abitboul. On aura plaisir à discuter avec vous pour évidemment creuser beaucoup des pistes que vous nous avez données dans cet exposé. Et on va écouter tout de suite Jacques Dubuc sur son approche à lui de philosophe logicien de cette question des données. Pour changer de slide, c'est celle-ci. Ouais. Ok. Bonjour. Serge a mentionné tout à l'heure le fait que souvent les philosophes étaient nostalgiques. Je vais commencer par quelque chose qui n'est pas véritablement de la nostalgie, mais qui ne nous rajeunit pas. C'est une distinction extrêmement importante qu'on trouve il y a déjà 25 siècles et sur laquelle on a beaucoup réfléchi depuis. À mon avis, on progresse. Je vais tâcher de faire un petit peu, comme je sais que le public est majoritairement de sciences dures, comme on dit, de faire un petit peu de publicité aussi pour la minorité des SHS. Je considère qu'on progresse lentement dans le domaine de la philosophie, des sciences sociales, mais ça ressemble plutôt à des progrès dans d'autres domaines que ce que c'est que l'histoire de l'art. Donc il y a un problème très clair que s'est posé Platon il y a fort longtemps, dans un dialogue que tout le monde a plus ou moins lu, qui est un des plus faciles, qui s'appelle le Ménon, qui est celui de distinguer entre deux choses, la connaissance et l'opinion vraie. Et pour lui, et vous voyez le rapport avec le thème que je m'apprête à traiter, c'est-à-dire celui du partage des données, qu'est-ce qu'on a quand on connaît via les données d'un autre. Il y a une distinction tout à fait claire, c'est-à-dire qu'on doit distinguer entre celui qui connaît la route de Larissa, c'est pas un piment pour couscous, ça c'est une ville de Thessalonique, celui qui connaît la route de Larissa parce qu'il l'a prise, c'est-à-dire que la chose qu'il connaît l'a d'une certaine manière impacté directement, et celui qui simplement connaît cette route parce qu'on lui a dit que c'était la route. Et pour Platon, ce genre de connaissance qu'on a par le témoignage d'autrui est une connaissance qui n'est pas une authentique connaissance, c'est juste une opinion vraie. Et c'est vrai qu'on est de toute façon obligé de distinguer entre croyance et opinion vraie. Imaginez que je regarde... il est midi, je regarde une pendule qui est arrêtée à midi et j'en conclus, tiens, il est midi. Finalement, on se dit, c'est pas vraiment une connaissance telle que celle que je pourrais atteindre si ma conviction qu'il est midi était causée par le fait qu'il est midi. Vous voyez le genre de choses. Donc, ce que je me propose là, dans les quelques minutes qui viennent, pour introduire le débat du côté de la philosophie, des sciences de l'homme et de la société, c'est un peu vous montrer comment se passe l'évolution de cette question en rapport avec le partage contemporain des données, qu'elles soient d'ailleurs massives ou pas. Je dirais peut-être un mot des données massives, mais déjà les données en général me paraissent suffisamment intéressantes pour commencer la discussion. Alors la seconde chose que je voudrais introduire est un problème que je considère comme le problème central des sciences sociales. C'est celui de savoir comment des égoïstes parviennent à coopérer, comment finalement les sociétés tiennent ensemble. Et je voudrais juste donner la formulation à laquelle on est arrivé de manière la plus nette, finalement la plus formalisée de ce problème qui occupe les philosophes depuis en gros le XVIIIe siècle. Voilà le point qui peut résumer le problème de la confiance mutuelle. Ce point, c'est qu'il faut se méfier les uns des autres, et en particulier, il faut essayer de trahir l'autre. C'est individuellement rationnel. Regardez l'exemple que je vous propose. Imaginez que vous avez le choix la nuit, où vous croisez une voiture, ou bien vous restez en phare, ou bien vous passez en code. Et il est clair pour chaque automobiliste que quoi que fasse l'autre, c'est mieux de rester en phare. Il y va mieux. Si l'autre reste en phare, c'est évident que vous devez rester en phare. Et s'il passe en code, s'il coopère, c'est mieux de rester en phare, vous y verrez mieux. Et donc, ce qui va se produire effectivement, c'est que les deux automobilistes vont rester en phare. C'est la case qui est au nord-ouest du diagramme suivant. Et ce qui est extrêmement énigmatique, et ce à quoi on réfléchit depuis beaucoup de temps, c'est le fait que, en fait, c'est irrationnel. C'est-à-dire que l'attitude qu'on devrait avoir, qui serait un gain collectif,
c'est l'attitude dans laquelle chacun passe en code. C'est-à-dire la case sud-est, vous constatez que ce qu'on appelle techniquement l'optimum de Pareto, hein, ce qui est le mieux pour la société, c'est quand chacun coopère. C'est ça le problème fondamental des sciences sociales. Il serait rationnel que chacun coopère, du point de vue social, mais il est rationnel du point de vue individuel que chacun se trahisse. Et ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que dans le domaine de la coopération informationnelle ou dans le sabir des philosophes, la coopération épistémique, les choses sont profondément différentes. Et de certaine manière, c'est comme ça que j'aime expliquer le fait que la communauté des geeks est quand même plus coopérative que le reste du genre humain qui manifestement ne l'est pas beaucoup. Voici le point. Tout repose sur le fait que l'information, ou les données si vous voulez, l'information, est quelque chose qui a des propriétés exceptionnelles. Considérez par exemple la différence entre donner un euro et donner une information. Si vous donnez un euro à quelqu'un, vous n'avez plus cet euro. Je pense que peu de contestations vont s'élever dans la salle. En revanche, si vous donnez une information à quelqu'un, vous la conservez. Et cette simple différence a des conséquences extrêmement importantes sur le fait que la défection, cette fois-ci dans le domaine des échanges d'informations, dans le domaine du partage des données, la défection n'est pas une attitude qui est individuellement rationnelle. Alors que la défection, dans le monde non informationnel, dans le monde, par exemple, auquel je faisais référence dans l'acétate, il paraît qu'on dit acétate au Québec, j'aime bien, au lieu de slide, dans l'acétate précédent, dans le monde ordinaire, la défection est rationnelle. La matrice ici, elle est complètement évidente. Si l'autre vous trahit, c'est-à-dire si l'autre se tait, ça ne vous coûte rien de lui donner l'information, puis de toute façon, vous ne la perdez pas. Et de la même façon, ça n'est pas avantageux de le trahir. En d'autres termes, dans le domaine de l'information, il y a quelque chose de relativement paradisiaque qui se produit, c'est le fait que l'optimum social, l'optimum collectif est à portée de la rationalité individuelle des agents. En d'autres termes, la coopération en général entre humains est extrêmement difficile. On cherche à installer des rapports de confiance dans les entreprises, faire coopérer les gens ou dans une nation. C'est un objectif extrêmement difficile. Dans le domaine de l'information, c'est quelque chose de beaucoup plus facile, en vertu même des propriétés singulières de l'information par rapport à tout autre bien. Mais il y a encore une deuxième raison pour laquelle le partage des données, l'ouverture des données, l'open data comme on dit aujourd'hui, est une chose singulièrement attractive. La voici. Regardez ce que c'est que le partage. Le concept même de partage, quand on partage une collection d'objets, eh bien, ce que le groupe possède après le partage, pour chaque objet possédé collectivement, il existe, c'est bien clair, un individu du groupe qui le possédait avant. Tout autre est le cas des informations. Quand vous avez un individu qui sait que A, quand vous avez un autre individu qui sait que A implique B, la logique, eh bien, à deux, ils savent que B. Or, B n'était une information détenue ni par le premier individu, ni par le second. Vous avez cette sorte de productivité extrêmement singulière qui caractérise le partage de l'information, qui n'a aucun autre équivalent dans le partage des collections de timbres de Monaco. Le partage d'informations est quelque chose d'intrinsèquement productif. C'est un partage qui est non seulement facile, au sens où il n'est pas nocif du point de vue de la rationalité individuelle, mais également il est extrêmement productif. Alors, j'en ai presque fini sur ces quelques éléments que je voulais livrer à la discussion. Je voudrais simplement ajouter deux choses à ce sujet. On pourrait m'objecter que la présentation que j'ai donnée là est extrêmement simpliste, c'est-à-dire que généralement, oui, bon,
Un individu connaît A, l'autre connaît implique B, à deux ils connaissent B. Dans la vie, les choses sont plus difficiles. Dans une entreprise, c'est généralement pas A implique B. Les informations qu'il s'agit d'agréger pour en produire de nouvelles sont généralement plus compliquées et plus précisément, elles sont formulées dans des langages qui sont parfois très distincts. Vous pouvez avoir dans une entreprise des ingénieurs qui ont plutôt telle ou telle manière de s'exprimer, tandis que vous avez une équipe disons, d'informaticiens qui en a une autre. Et il est extrêmement non trivial d'arriver à agréger les informations comme on le fait dans le triangle vert. Et c'est pourquoi je voudrais vous suggérer, cette fois-ci au plan finalement de ce que sera l'activité économique de demain, de ce que seront les emplois de demain, et en particulier dans le domaine qui est le mien, c'est un travail de ce que j'appellerais volontiers l'assemblage épistémique. C'est-à-dire le travail de gens qui seraient capables, finalement, de prendre deux types de langage commensurables et d'arriver ainsi à agréger la totalité des informations détenues par un groupe. Si on ne fait pas ça, on a une situation qui viendra peut-être à discussion dans la suite, et qui est une situation qu'on rencontre de manière très fréquente dans les fameuses données massives. C'est le fait que dans une collectivité, vous avez des choses qui sont sues, mais dont il n'est pas su qu'elles sont sues. Je m'explique et j'en termine là. Ceux qui suivent les événements militaires se souviennent probablement de la guerre d'Irak et du secrétaire d'État à la guerre de George Bush à l'époque, Donald Rumsfeld. Et on était en train de discuter à l'époque du point de savoir si Saddam Hussein avait ou n'avait pas des armes de destruction massive. Et Donald Rumsfeld, qui était quand même un des faucons du Pentagone, disait qu'en fait, on ne peut pas faire la différence vraiment entre juste savoir et ne pas savoir. Il y avait, disait-il, non pas deux catégories, savoir et ignorance, mais les non-knowns, les choses dont on sait qu'on les sait, les unknown knowns, les choses qu'on sait mais dont on ne sait pas qu'on les sait, les non-unknowns, les choses dont on sait qu'on les ignore, et enfin les unknown unknowns, les choses dont on ignore qu'on les ignore. Si on n'a pas ce travail d'assemblage épistémique auquel je viens de faire référence, ce qui se multiplie, c'est véritablement la catégorie 3 du cher secrétaire d'État, c'est-à-dire les unknown knowns. Le fait qu'il y a des choses que, en principe, le groupe pourrait savoir, mais qu'en pratique, il ignore qu'il sait. Merci. Merci beaucoup. Prenez donc un siège, on va pouvoir discuter tous les trois ensemble, et puis ensuite on conviera la salle à poser des questions. Peut-être que je m'assois sur le micro quand je fais ça, ce qui explique les drôles de bruit qu'on vient d'entendre. Voilà. Je vais essayer de plus le faire. Alors, peut-être d'abord une réaction à ce qu'on vient de voir, sur cette idée que finalement l'information c'est ce qui se partage le mieux et que c'est presque logique et inéluctable qu'avec les nouveaux moyens de générer de l'information et de l'échanger, puisque quand on en donne, on en sort presque plus riche, hein, si je le résume en une phrase, c'est inéluctable que cette boule de neige grossisse comme elle grossit actuellement. Oui, donc c'est tout à fait, c'est tout à fait ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre une espèce d'explosion de données, d'informations dont on parle des fois en termes de déluge ou de choses comme ça. Alors, par contre, sur le dernier point que je trouve très intéressant, ça s'appelait assemblage épistémique, je crois. Je ne me rappelle plus le terme exact. Je pense que c'est passionnant, mais moi j'aurais tendance à dire que la difficulté, c'est que, vu la masse de données, je vois mal des individus les plus savants possibles arriver à maîtriser ça. Moi, je pense que pour ça, on est arrivé à un point où
cette connaissance des informations des données va être faite par des machines. C'est-à-dire que je pense, et ça rejoint un peu, pour cette raison, c'est un des sujets de ma recherche personnelle, c'est comment on fait pour s'y retrouver là-dedans. Et il y a des choses qui sont quand même très, très, très simples. C'est-à-dire qu'on a des informations qui viennent de plein d'endroits, et juste d'arriver à ce qu'on appelle en jargon technique les aligner, ou un autre terme technique, c'est faire de la résolution d'entité, être capable que cette information qui vient de là, elle parle d'une personne et que cette personne, dans un autre contexte, a un autre nom. Bon, alors vous avez évidemment les problèmes de terminologie différente, vous avez les problèmes de langue différente, donc vous avez plein de problèmes. Et c'est véritablement, pour arriver à comprendre l'information et savoir ce qu'il y a dedans, on nous parle beaucoup d'analyse hyper sophistiquée et tout. Moi, ce que je regarde le plus souvent, c'est des choses beaucoup plus simples. Hein. C'est être capable d'intégrer ces données, d'être capable d'avoir des notions dont vous avez parlé, hein, de vérité, par exemple. Savoir ce qui est... Alors, quand vous prenez des données que vous récupérez sur Internet, elles sont quand même très bruitées. Il y a plein de trucs qui sont faux, il y a des trucs que vous avez mal compris. Alors quand vous prenez après tout ce qui est capteur, etc., c'est pareil, il y a plein de bruit. Donc ce que vous appelez des données bruitées, c'est des données avec des parasites, des éléments trompeurs, des données qui ne sont pas pures. En fait, c'est ce dont on se rend compte en discutant avec vous, c'est que parler de données de façon très générale, ça n'a pas vraiment de sens. En fait, il y a des données bien ordonnées, pures, joliment ficelées, et puis il y a des données quasiment inexploitables parce que trop mélangées, pas assez pures. Alors il y a des données qui sont beaucoup plus propres, c'est les données qu'on avait jusqu'il y a 10-15 ans, et les données qu'on génère de plus en plus sont des données qui sont beaucoup moins propres. Alors je ne dirais pas qu'elles ne sont pas exploitables, je dirais qu'elles sont juste plus difficiles à exploiter, ce qui est quand même un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a une mine d'informations qui est considérable, mais il y a des erreurs dedans, il y a des approximations dedans. Elles sont aussi très souvent biaisées par le fait qu'elles sont récupérées, mais elles ne sont pas récupérées comme vous faites proprement. Quand on fait des études statistiques, on essaie de trouver une population représentative. Sur le web, tout le monde s'en fout. Hein. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'il y a. Ouais. Et alors on en prend, il y en a plein, on est content, et on se dit, parce qu'il y en a plein, ça va compenser le fait que ce n'est pas statistiquement vraisemblable. Non, ça ne compense pas. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup d'informations, et on s'en tire parce qu'il y en a tellement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une part de cette information que vous avez appelée ce que l'on ne sait pas qu'on sait? Alors, il y a un exemple que vous m'aviez donné quand on a préparé la rencontre, c'est les attentats du 11 septembre. Le FBI avait les informations dans les quantités de données amassées, ils l'avaient, mais ils n'y ont pas eu accès. Donc on est vraiment là avec cet exemple-là, dans les choses qu'on ne sait pas qu'on sait. Oui, absolument. On est d'une certaine manière protégé par la hideuse énormité des données. Le fait que les grands programmes d'espionnage électronique ne filtrent rien est d'une certaine manière paradoxale une sorte de bouclier pour la privacy. Mais est-ce que ça veut dire que ces données, ces choses que l'on ne sait pas qu'on sait, est-ce qu'il est possible qu'on n'y ait jamais accès, ou est-ce que c'est juste une question de temps et qu'on va savoir gérer ces données-là? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on saura, parce que les progrès qu'on fait en permanence dans les outils, dans les calculs, dans les algorithmes, dans les machines, font que Alors, dans un jour optimiste, je vais vous dire ça, je veux dire qu'on sait de plus en plus calculer sur des gros volumes de données et qu'on y arrivera. Alors, dans un jour pessimiste, je veux dire, mais en même temps, il y a une explosion qui est telle qu'on continuera à vivre sous le déluge. Moi, je pense qu'à un moment donné, et c'est juste j'ai pas de preuve de ça, mais à un moment donné, il y a des informations qu'on arrêtera de générer, parce que c'est bien sympa de mettre 50 caméras dans cette salle. Il y a tellement de données qu'il n'y a plus rien à analyser. Donc, c'est pas une personne écrit beaucoup, mais vous comptez le nombre de caractères qu'une personne va taper dans sa vie.
c'est borné. On pourra apprendre à la personne d'aller 20% plus vite, 30% plus vite, mais ça veut dire que c'est borné là, quand même. on est dans une croissance exponentielle. Hein, ce chiffre que j'avançais en début de rencontre, je ne sais même pas s'il est encore juste aujourd'hui, mais de la multiplication des données par 2 tous les 18 mois, donc avec vraiment cette croissance exponentielle. Ça veut dire qu'on est dans une phase, mais qu'on va arriver à un plateau. À un moment donné, on va saturer et on arrêtera de produire autant de données. Et je pense même que quand on vous dit qu'on est, et ce qui est vrai, on est dans une explosion exponentielle, on parle de quantité d'octets. Mais quand vous parlez de sémantique, de contenu d'information, on n'est pas du tout en train d'exploser de façon exponentielle du tout. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut vous rajouter une caméra, mais ce que vous tapez, la connaissance que vous avez, ce que vous écrivez, ou les mots que vous dites, n'augmente pas de façon exponentielle. Alors c'est peut-être justement intéressant de voir ce chemin, les étapes qu'il y a entre les données, les connaissances, et puis vraiment ce qu'on en fait d'un point de vue informationnel. Oui, tout à fait. Alors là, c'est un peu c'est quelque chose. Alors j'ai essayé de comprendre à un moment donné cette notion de passage de données à l'information aux connaissances. Je me suis complètement noyé dedans et finalement j'ai trouvé un exemple sur lequel je me rattache tout le temps parce que ça je le comprends. C'est ce passage de données, information aux connaissances et je vais probablement te choquer, Jacques, parce que c'est hyper simpliste, mais chez les informaticiens on a tendance à être un peu simpliste. Donc voilà, quand vous êtes dans une station de sport d'hiver et que vous mettez des capteurs de température, vous allez avoir plein de données brutes qui vont vous donner à tel jour, à tel endroit, à telle heure, la température était de temps. Ça, c'est de la donnée, c'est des kilomètres de chiffres comme ça. Quand vous demandez à une machine de vous tracer des courbes de température qui vont vous montrer l'évolution de la température en bas et en haut des pistes, et qui vont vous montrer des courbes. Donc ça, un humain peut regarder l'information, peut comprendre ces courbes. Donc là, on est passé dans l'information. Donc c'est quelque chose qui est plus directement digérable par un être humain. Et puis quand après, vous avez un système logique qui va essayer de faire des inférences, qui va essayer de comprendre que par exemple, la nuit, à la fin de la nuit, il fait plus froid qu'à la fin de la journée. Que quand le ciel est dégagé, il fait plus froid que quand il y a des nuages. Donc quand vous allez faire des déductions comme ça, vous êtes passé dans le monde des connaissances. Donc là, vous avez des valeurs de vérité. Alors vous vous trompez peut-être, mais vous avez quand même quelque chose qui a été représenté comme une notion, avec une notion de vérité. Et donc, ce que génèrent les machines, c'est sans arrêt au départ, c'est des données. Tout ce qui est capteur, etc., gère des données. Les êtres humains ont plutôt tendance à se situer dans le niveau des connaissances, de l'information. Ils écrivent du texte, c'est de l'information, ils prennent des photos, c'est de l'information. Et à partir du moment où vous allez essayer de dialoguer avec les machines, de leur faire quelque chose de rationnel, vous allez essayer de passer au niveau de la connaissance et c'est là que ça devient difficile. Jacques Dubuc, ça vous a choqué tant que ça, cette façon c'est vrai qu'on comprend tout. C'est simpliste. C'est peut-être simpliste, mais ça a l'avantage d'être compréhensible. Est-ce que c'est trop simpliste ? J'essaie de faire ça, mais là, je vais être obligé de compliquer un petit peu. Bon. Ce qui est couramment considéré, c'est que les données sont de plus en plus nombreuses et massives. De manière un peu plus nuancée, le fait que la caractéristique des données aujourd'hui, c'est qu'elles arrivent. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une époque dans laquelle, par exemple, pour chercher à valider une hypothèse, on faisait une enquête et on essayait de réunir des données. Les données arrivent. Mais il y a une troisième caractéristique plus profonde pour certaines classes de données, je pense celle par exemple, qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Quand on parle de véracité, on garde l'idée infiniment honorable que les données vont nous renseigner sur les états de choses. Mais considérons des données, par exemple, la phrase, elle est instanciée à des milliards d'exemplaires. Les Américains n'ont jamais mis le pied sur la Lune. Nous n'allons pas nous intéresser au point de savoir si cette donnée est vérace. Cette donnée, je veux dire, l'énonciation, hein, le message, le tweet, nous renseigne non pas sur ce dont le tweet parle, c'est-à-dire le point de savoir si effectivement les Américains ont mis le pied sur la Lune, mais elle nous renseigne
sur son énonciateur et son destinataire. C'est là où les métadonnées, comme on dit, c'est-à-dire le traçage des auteurs et destinataires des messages, est extrêmement important. Parce que ce que nous allons faire de l'observation de toutes ces phrases sur lesquelles les Américains ont, ou bien il y en a des tas, vous savez bien, de ce genre, c'est regarder quelle est, si je puis dire, l'épidémiologie de ce corpus, c'est-à-dire quelle est la dynamique de croyance telle qu'elle se reflète dans les réseaux sociaux au sujet des communautés qui pensent sérieusement ou qui entretiennent des théories du complot. En d'autres termes, il y a quelque chose qui est en train de se passer quand on passe des données comme les capteurs de paramètres naturels comme la température aux données émanant des réseaux sociaux, c'est que nous n'avons plus du tout, pour des raisons aisément compréhensibles, l'idée que ces données-là, ces phrases-là, vont nous renseigner sur ce qui est vrai. Elles nous renseignent éventuellement de manière vérace sur ce qu'il y a dans la tête de leurs auteurs et de leurs destinataires. Et ça, c'est encore une distinction. À la limite, on ne devrait plus parler de données pour des phrases de ce genre. C'est tout le défi pour vous qui essayez de traiter ces données. Finalement, cette ère, c'est vraiment le défi du XXIe siècle par rapport au traitement des données, cette entrée dans l'ère du web participatif où tout le monde donne son avis sous forme de phrases, parfois dans un français très approximatif, où tout le monde peut dire à peu près n'importe quoi. Comment, avec des algorithmes, comment avec des programmes informatiques, on peut faire de tout ça de la matière ? C'est un sujet passionnant. Si on regarde bien, dans le temps, dans le bon vieux temps, quand tout se passait bien, on donnait la parole à peu de gens et on leur donnait la parole parce qu'ils étaient censés dire la vérité. Bon, s'ils mentaient, tout le monde croyait ce qu'ils disaient. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce mode-là. C'est-à-dire que tout le monde peut parler, tout le monde a la parole, tout le monde peut écrire des blogs, des tweets, des pages web, etc. Et le prix qu'on paye, c'est que maintenant, il faut qu'on arrive à dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et même de façon très simpliste, sur des faits qui peuvent paraître évidents, qui ne sont pas aussi compliqués que est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a eu, est-ce que les Américains sont allés sur la Lune ou des choses comme ça. Sur des trucs très simples, c'est est-ce que je suis allé manger à la cantine à midi. Ça intéresse peu de gens, mais ça intéresse les gens qui sont autour de moi. Et donc la question, c'est comment on vérifie ce genre de choses. Et on rejoint beaucoup de choses qu'a dit Jacques, c'est que techniquement, on est un peu démunis, c'est-à-dire qu'il y a des gens, on n'est plus dans la logique. Dans la logique, quelqu'un dit A, quelqu'un dit non A, on lève les bras en l'air en disant c'est faux, il y a une contradiction, on ne peut plus rien prouver. Donc là, on est dans un monde où on va être plus probabiliste. Il y a des informations et puis la même information A et non A, il va y avoir 80% de gens qui pensent A et 20% qui pensent non A. Donc il y a déjà une première approche qui est de dire on va prendre la loi de la majorité. Alors, la loi de la majorité, c'est quand même beaucoup comme ça qu'on fonctionne. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin, il y a des travaux là-dessus, enfin, c'est des sujets de recherche passionnants. Comment on peut faire pour dégager ce qui est vrai de ce qui est faux dans des communautés. Alors il y a une première chose, c'est de commencer à essayer de voir quels sont les gens. Donc on va multiplier le problème. On voulait savoir si les faits étaient vrais ou pas, mais c'est vrai, ces faits viennent de sources. On va essayer de savoir si les sources sont crédibles ou pas. Et donc là, vous avez déjà un espèce d'algorithme qui se dessine. Moi, j'ai fait des trucs comme ça, mais il y a pas mal de gens qui ont fait ça. À partir des faits, vous essayez de déterminer la véracité des sources. À partir de la véracité des sources, vous savez un peu mieux la véracité des faits, et vous continuez jusqu'à ce que vous arrivez à ce qu'on appelle un point fixe, où vous êtes arrivé à trouver le mieux. Vous vous êtes peut-être trompé, mais il y a toujours eu des erreurs dans les connaissances humaines. C'est-à-dire que vous arrivez à mettre des algorithmes au point pour identifier un menteur ? Pour identifier la probabilité que vous êtes menteur, qu'une source dise la vérité ou pas. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et puis, petit à petit, vous pouvez même faire plus. Vous pouvez dire que, je ne sais pas, moi, quand il s'agit de planètes, le site web de la NASA, il est en général très correct. Parce qu'il correspond à ce que les experts disent. La question, là, c'est d'essayer de déterminer quelles sont les expertises.
D'accord. Donc sur le web, on s'est un peu facilité la vie. Par exemple, le PageRank de Google ne cherche que la popularité. Mais il y a des algorithmes plus sophistiqués qui essaient de distinguer cette notion de popularité de la notion d'expertise. On en est où vous diriez qu'on est au tout début, on en est à l'âge de pierre de la façon de traiter ces données. Vous avez l'impression que c'est le début ou on maîtrise déjà l'outil? Je vais vous donner juste un exemple. Tout le monde ici est absolument stupéfait, émerveillé par la grandeur du moteur de recherche le plus célèbre, d'accord, ou de tous les moteurs de recherche, et vous regardez comment ça fonctionne, d'accord. Vous dites, je sais pas, Napoléon mort. Vous voulez chercher la date de la mort de Napoléon, d'accord. Je vous poserai la question, quelle est la date de mort de Napoléon, et vous allez me donner une date, d'accord. La façon dont on fonctionne avec un moteur de recherche, vous allez dire date mort Napoléon, vous allez faire retourner, donc c'est quand même une façon très primitive de s'exprimer, d'accord. Et puis alors lui va vous renvoyer à travers la figure 10 pages en vous disant la réponse est dans ces 10 pages, t'as qu'à lire, et si ça ne suffit pas, je t'en balance 10 autres. C'est quand même très primitif, on est d'accord? On pourrait faire mieux. Et ça, c'est le... Oui, on commence à faire mieux. Il y a déjà des systèmes qui font mieux. Mais la plupart des gens utilisent aujourd'hui des moteurs de recherche comme Bing ou Google qui font ça, qui vous envoient 10 pages à travers la figure en disant la réponse est dedans, débrouille-toi. C'est quand même un peu primitif. On peut faire mieux. On va revenir sur... C'est un bon exemple, les moteurs de recherche, essayer de comprendre comment, en quelques fractions de secondes, même s'ils nous balancent les pages un peu à travers la figure... Et on est très content. Oui, c'est quand même pratique. Mais j'avais aussi la question pour Jacques Dubuc sur les SHS, ces fameuses sciences humaines et sociales. On a quand même l'impression qu'avec ces bases de données aussi bruitées, comme vous l'avez dit qu'elles peuvent être, on a là un outil formidable par rapport à tout ce qui a existé jusqu'à présent pour les sciences humaines. Vous disposez, si on arrive à faire parler ces données, on a accès à l'intimité de chacun et des sociétés. Oui. Une remarque avant de répondre sur le fond. D'une certaine manière, pour ce qui est des données émanant des êtres humains, leur prolifération est due finalement à l'effacement de quelque chose qui a prévalu jusqu'au siècle dernier, qui était en gros le fait que ce que les gens appellent l'auctoritas avait des formes matérielles. Pour le dire de manière plus simple, quand vous publiez un livre, d'une certaine manière, sa dignité à l'être avait été délibérée. Il y avait eu, fût-ce abusivement, fût-ce dans de mauvaises conditions, fût-ce à tort, un comité ou un éditeur ou un mécène ou un sponsor ou un imprimeur qui avait dit, voilà, qui est digne d'être disséminé. Cette marque matérielle, au moins de la prétention à la vérité ou à la significativité, a totalement disparu. C'est ce qui explique que désormais, si on peut dire pour résumer sur ce point, les gens se lâchent, hein, et que vous ne pouvez pas discriminer, c'est un des problèmes dont parlait Serge, vous pouvez difficilement discriminer quand vous êtes dans la grande commensurabilité en termes de bits d'information, ce qui a même pas la véracité, mais la prétention à la véracité. Hein, c'est déjà un problème. Alors maintenant, sur les fameuses, comme vous dites, SHS, oui, réponse bien sûr positive. Si on se remémore, le fait que, encore une fois, la majeure partie de ces données doit être conçue non pas comme nous renseignant sur ce dont parlent les phrases stockées, mais sur leur auteur, sur les contextes de l'annonciation, sur leurs destinataires, sur les réseaux qu'entretiennent ces échanges, etc. Alors, quelque chose que je voudrais juste dire à ce sujet, c'est que, à mon sens, on est peut-être à l'aube de quelque chose de tout à fait considérable dans le domaine des sciences sociales. Je pense que chacun se rappelle peut-être assez fugacement ce que Serge a introduit, comme le fait que vous pouvez avoir un objet ou un individu qui est vu de différentes perspectives.
Et après tout, il n'y a pas de garantie que nous sachions unifier ces perspectives. Imaginez, et c'est vraiment l'horizon des grandes bases de données de demain pour les sciences sociales, imaginez que vous ayez les bases de données relatives à l'état de santé des gens. C'est demain, ça, c'est les bases de données de la sécurité sociale. Également à leur situation économique, à leur situation administrative, que vous ayez des données géolocalisées relatives aux paramètres environnementaux dans lesquels ils vivent. Et imaginez, en fait, nous les avons déjà, qu'il y ait des données relatives à leur représentation mentale. Nous avons ça déjà, en fait, en termes d'infrastructure. Et imaginez, alors c'est à la fois un rêve fascinant au plan scientifique et éventuellement horrible au plan politique, mais imaginez, en tout cas, et beaucoup de gens y songent activement, que nous arrivions, comme on dit, à apparier ces bases. C'est-à-dire que nous arrivions à ajuster les perspectives que nous avons sur l'individu en tant qu'il pense que les Américains n'ont jamais mis les pieds sur la Lune, cet individu en tant qu'il a tel ou tel niveau social, cet individu en tant qu'il habite dans tel ou tel endroit. Si nous faisons ça, nous aurons, j'aime à le dire dans un endroit aussi scientifique que l'UPMC, nous aurons l'équivalent du Large Hadron Collider. Ça posera un certain nombre de problèmes. Je pense que ces problèmes viendront en discussion, les problèmes de respect de la privacy. Est-ce qu'on peut arriver à une telle connaissance à laquelle, pour le moment, on n'est pas en Donc c'est l'accélérateur de particules oui. des SHS. Si on arrive à corréler toutes ces grandes dimensions du comportement humain, oui. Alors, ça peut être peut-être un outil formidable pour les scientifiques. Ça peut un peu aussi faire froid dans le dos. C'est-à-dire que là, dans ce qu'on vient de nous raconter, alors souvent on nous parle de données anonymes. Est-ce que ça a encore du sens ? C'est tellement puissant qu'on a l'impression que ce qui est anonyme peut ne plus l'être. On peut aussi utiliser ce savoir pour repointer sur un individu. Et du coup, que devient l'anonymat des individus dans tout ça ? Alors, je ne vais pas échapper à la question, mais je voudrais quand même continuer un peu sur ce qu'a dit Jacques, parce que je pense que c'est quand même vachement intéressant. C'est que, en fait, la comparaison qu'il y a entre l'accélérateur de particules et un espèce de grand système d'analyse des comportements sociaux qui nous permettrait d'apprendre plein de choses sur la sociologie, sur les individus, sur la psychologie de chacun, ça me paraît passionnant parce que c'est vraiment l'endroit où la séparation historique qu'on a créée artificiellement au XIXe siècle entre les sciences humaines et sociales d'un côté et les sciences dites dures de l'autre, avec une espèce de point de fixation qui était fallait choisir, on faisait l'un ou l'autre, est un peu en train de disparaître. C'est-à-dire qu'avec ces analyses de données massives, vous pouvez avoir des données massives en histoire, vous pouvez avoir des données massives en sociologie, vous pouvez avoir des données massives en littérature, vous pouvez avoir des données massives en biologie, vous pouvez avoir des données massives en ce que vous voulez. Et finalement, les approches scientifiques dans les différents cas ne sont pas si loin que ça. Donc je pense que c'est assez intéressant de voir que l'informatique, dans ce cas, est en train de faire exploser. On parle beaucoup de révolution dans la société, mais d'un point de vue scientifique, il y a une vraie révolution qui est avec l'informatique, on est en train de faire exploser des frontières qu'on a construites artificiellement, disons en gros au XIXe siècle, entre les différentes sciences. Alors maintenant, bon, je n'ai pas échappé à la question sur les données privées. J'avoue que je suis un peu mal à l'aise sur cette question parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire une donnée privée quand on parle de données personnelles. Est-ce qu'elles sont privées, est-ce qu'elles ne sont pas privées? Je ne sais pas trop. Le patron de Skyrock, Bélanger, dans une discussion, me faisait remarquer, mais est-ce qu'on saurait quantifier parmi toutes tes données personnelles celles qui font vraiment appel qu'à une personne et celles qui sont en fait des données sociales Donc c'est-à-dire que moi, si demain matin je décide, moi je m'en fous, comme a dit Zuckerberg, le mec de Facebook, moi je m'en fous de ma vie privée, je veux bien mettre tout sur la place publique.
Pourquoi pas? La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, mes données privées? Si on prend mon truc, mes données personnelles, mon agenda. Mon agenda, c'est les adresses de personnes. Si je les mets publiques, j'ai donné les adresses de personnes. Mes emails, c'est les emails que j'ai avec des gens. Si je les mets publics, c'est des emails de gens. Mon compte Facebook, c'est mes amis qui viennent écrire sur ma page Facebook. Donc, la notion de données personnelles, c'est une donnée, c'est une information qui est quand même très, très, très critiquable. Enfin, il y a très peu de données qui sont vraiment mes données à moi. Alors si je prends mon truc là, les pas que je fais tous les jours, c'est des données qui sont personnelles, mais c'est vrai que ça intéresse strictement personne. Mais ma question, la réponse était quand même très intéressante, mais ma question n'était pas tant sur le côté personnel des données, mais le côté anonyme des données. C'est-à-dire, quand on nous dit, oui, on prend telle information chez vous, mais on oublie votre nom et c'est uniquement le fait de société qu'on cherche. Est-ce que ça a du sens de dire que ces données sont anonymes? Alors, l'anonymisation des données, en gros, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est uniquement une question de degré de granularité. C'est-à-dire que si je prends toutes les informations des personnes de cette salle et que je dis leur nombre, j'ai rien dévoilé sur les personnes qui sont dans cette salle, sauf le nombre général, etc. Mais dès que je commence à donner des informations un peu plus précises, on ne sait pas définir. Alors, il y a une façon théorique qui s'appelle la differential privacy de définir ce que c'est. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire un système qui va garantir qu'on ne divulgue rien sur toi en particulier. D'accord ? Et on s'aperçoit qu'au bout de quelques questions, en gros, la façon dont c'est fait, c'est qu'on rajoute du bruit aux réponses. Pour garantir ton anonymat, on va rajouter du bruit. On s'aperçoit qu'au bout de quelques questions, en gros, il n'y a quasiment plus que du bruit parce que avec toutes ces questions, si on commence à recouper toutes les informations, on a commencé à divulguer de l'information sur toi. Et à partir du moment où on a divulgué de l'information sur toi, statistiquement, si on le fait plusieurs fois, on va tout savoir de toi. Donc l'anonymat, techniquement, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à maîtriser. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce que font les systèmes, ce qui se fait dans l'industrie, c'est quelque chose qui est un peu bidon, c'est-à-dire qu'en gros, on va de façon un peu empirique dire qu'on refuse de donner une information si elle concerne un trop petit nombre de personnes. Alors, vous me demandez trop petit, j'en sais rien, combien. Qu'est-ce que ça garantit? J'en sais rien, qu'est-ce que ça garantit? Donc, il faut être à peu près conscient, à partir du moment où statistiquement on commence à donner des informations sur les gens, on commence à divulguer. Ou alors il faut vraiment être à très gros grain. Si je donne des informations sur la France, au niveau de la France, là je suis peut-être à peu près tranquille. Mais il faut faire attention que ça ne traite pas de... si vous demandez le nombre... je ne sais pas moi, est-ce que le pourcentage d'académiciens, des membres de l'Académie des sciences qui ont fait leurs études au lycée de Romorantin, quel est le pourcentage d'hommes et de femmes? Je vous donne la réponse, vous savez tout, quoi. Allez, je vous pose une dernière question sur la façon dont on peut triturer, faire parler ces données, et puis ensuite je donne la parole à la salle, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de questions qui vont venir sur ce que vous nous avez dit. Mais je m'excuse, j'ai peut-être été confus. En gros, aujourd'hui, avec la technologie actuelle, on ne sait pas garantir l'anonymat, sauf à accepter des réponses à très 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 gros gras, en gros. On parlait précédemment des moteurs de recherche. C'est vrai qu'il y a quelque chose de presque, alors pour un informaticien et un scientifique, le terme ne conviendra certainement pas, mais presque de magique, de voir que en quelques fractions de secondes, on a l'illusion, en tout cas, d'avoir accès à l'énorme majorité des pages du web avec quelques mots-clés, et on a ces pages qui défilent. Comment, déjà, est-ce qu'on le sait? Parce que je crois que les différents moteurs de recherche gardent leurs algorithmes précieusement, jalousement, mais est-ce qu'on sait comment ils procèdent? Alors, il y a une chose qu'on sait assez bien, c'est qu'en gros, c'est de construire un index, c'est-à-dire vous donnez des mots et vous allez retrouver toutes les pages du web qui contiennent ces mots. Donc ça, on sait à peu près bien faire. Le seul problème, c'est que si je vous donne 3 mots-clés à peu près normaux, vous allez avoir 350 millions de pages qui contiennent ces 3 mots-clés, et si je vous donne ces 350 millions de pages, ça ne va pas vous aider. Donc les difficultés, parce que la plupart, c'est de la poubelle, donc la difficulté, c'est d'arriver à mettre sur la première page les réponses que vous attendez.
On est quand même très flou parce que ce que vous attendez, je ne sais pas moi. Donc il faut que le moteur de recherche devine ce que vous attendez. Et alors là, il y a essentiellement il y a des algorithmes qui sont connus, publiés, etc. Mais ce que font les moteurs de recherche actuellement, c'est secret. On ne veut pas vous dire pourquoi. On pourrait discuter longtemps là-dessus. Mais en gros, il y a 3 critères là-dessus. Le premier, c'est la popularité. Donc tout le monde s'attend à dire qu'on va vous donner ce que vous attendez le plus souvent, c'est quelque chose de très populaire. Si vous demandez, je ne sais pas moi, sculpture Rodin, ce que vous attendez probablement, c'est le musée Rodin, et c'est la page la plus populaire sur sculpture Rodin, ça tombe bien, c'est ce que vous voulez. La deuxième chose, c'est que vous voudriez une réponse qui soit personnalisée. Donc cette réponse personnalisée, c'est-à-dire que le moteur tienne compte du fait qu'il vous connaît, qu'il sait quels sont vos goûts personnels. Donc par exemple, si vous tapez Jaguar, vous n'aurez pas forcément la même réponse si vous habitez dans la ville de l'équipe des Jaguars aux États-Unis, ou si vous êtes un passionné d'animaux, ou si vous êtes un passionné de voitures. Donc ça va essayer de s'adapter le moteur va essayer de s'adapter à ce que vous êtes vraiment. C'est-à-dire que mon moteur de recherche sait que je suis un passionné de voitures, donc il enregistre mes précédentes recherches. Comment il Exactement, le sait? il connaît votre passé, il tient compte de ce qu'il sait de vous, il peut tenir compte d'où vous êtes, par exemple. C'est encore plus vrai sur les téléphones. L'exemple typique, c'est quand vous êtes en train si vous tapez pizza sur un moteur de recherche et qu'il ne sait rien de vous, il va vous donner une pizzeria à Palo Alto. C'est la pizza la plus populaire. Si vous êtes sur votre téléphone et qu'il sait que vous êtes à Jussieu, il va vous donner une pizza sympa dans le quartier. Et c'est ça que vous voulez. Vous ne voulez pas aller manger une pizza à Palo Alto. Donc c'est un peu dangereux, mais en même temps, c'est ce que vous voulez. Alors ça, c'est les 2 premiers composants, et les moteurs de recherche reconnaissent que c'est ce qu'ils utilisent majoritairement. Alors il y a un 3e composant dont ils disent qu'ils ne pas utiliser, mais qui en fait, il a été démontré qu'ils utilisent, c'est qu'ils biaisent évidemment leurs résultats. C'est un secret un peu de Polichinelle. Ils biaisent leurs résultats en faveur de leurs intérêts commerciaux. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, un moteur de recherche peut lancer un comparateur de produits, un comparateur de prix. Et ce moteur de recherche, le 1er janvier, il n'a pas encore de comparateur de prix. Quand vous tapez, je ne sais pas moi, une marque de télévision et une taille d'écran, il va vous proposer plusieurs comparateurs de prix, d'accord, ou d'endroits où vous pouvez acheter cette télévision. Le jour où ce moteur de recherche lance un comparateur de prix, par hasard, il se trouve que la première réponse, c'est la sienne. Donc, est-ce que les moteurs de recherche le font ou pas? Ils ont un intérêt objectif à le faire. Il y a des gens qui se perdent complètement tout leur business parce que tout d'un coup, ils sont en compétition avec le moteur de recherche et ils disparaissent des premières pages. Alors, si j'ai bien compris aussi, l'un des secrets de ces moteurs de recherche, c'est qu'ils n'attendent pas qu'on cherche quelque chose pour commencer à le chercher pour nous. C'est-à-dire qu'en amont, en permanence, ils lisent des millions de pages, ils les indexent, ils les classent, et ça aussi, c'est des milliards. Des milliards. C'est le nerf de la guerre de savoir comment classer intelligemment toutes ces informations, ces données qui sont en permanence produites, réajustées, modifiées. Ah oui, ça c'est le nerf de la guerre. C'est un moteur de recherche, c'est d'abord des robots qui sont en train de lire en permanence le web, des milliards de pages, et qui relisent les pages en permanence. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, la première page du Monde est une page hyper importante, mais elle change sans arrêt. Donc il faut sans arrêt relire la première page du Monde. Ma page à moi est moins importante, ils vont peut-être la lire une fois tous les 6 mois, ou une fois tous les 2 mois, ou je sais pas. Et donc ils relisent le web, ils essaient de découvrir des nouvelles pages, ils essaient de... Et là-dedans, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de poubelles. Si vous prenez une page au hasard parmi les... Bon, on ne sait pas très bien combien il y a de pages, mais si vous prenez une page au hasard parmi les 50 milliards de pages qu'un moteur de recherche a lu, ça a pratiquement toutes les chances d'être de la poubelle. Donc il faut qu'il trouve les bonnes pages, qu'il arrive à classer, à organiser, à calculer ce qu'on appelle du PageRank, c'est-à-dire classer ces pages entre les pages qui sont intéressantes, les pages qui ne contiennent rien, etc., etc. Donc il y a un travail à faire avant, en permanence. Et puis il y a un deuxième travail à faire en temps réel, c'est répondre aux millions de requêtes par jour qui peuvent être posées.
Est-ce qu'on arrivera toujours à avoir la place pour stocker tout ça? Parce que non seulement il faut stocker les pages, il faut stocker la façon dont elles sont classées, on imagine. Enfin, tout ça, c'est concrètement, il y a des disques durs dans des grandes fermes qui stockent tout ça. Est-ce qu'un jour, vous parliez de la production de données qui allait s'arrêter. Est-ce que avant qu'elle ne s'arrête, c'est pas la façon le support de stockage qui va s'avérer insuffisant? Je pense qu'un chiffre assez intéressant, enfin il y a plein de chiffres qu'on pourrait dire, mais un truc qui est intéressant, c'est que chaque année, on produit maintenant plus de données qu'on peut en stocker. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout garder, il faut choisir. Et qui choisit? C'est le moteur de recherche. Dans le cas du moteur de recherche, c'est votre entreprise qui à un moment donné se dit je ne veux pas tout garder. Donc je ne sais pas, par exemple, un système de surveillance aujourd'hui, c'est rien, ça coûte rien de mettre 500 caméras. D'accord, mais est-ce que vous stockez ce que les caméras ont filmé en temps réel? Je ne sais pas, vous avez peut-être du stockage pour une semaine, mais vous n'avez pas du stockage pour un an. Vous n'avez pas du stockage pour 50 ans. Donc on choisit sans arrêt ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Et c'est normal. Et encore une fois, pour ce qui est du web, on parle de texte. On commence aussi à indexer maintenant ce qui est parlé. Mais on n'indexe pas, c'est pas aussi gigantesque que ce qu'on pourrait imaginer par rapport à ce qui est en photo ou en vidéo, c'est que dalle. Donc on produit de plus en plus, mais on jette aussi de plus en plus. C'est peut-être là on est obligé de jeter parce qu'encore une fois, on produit chaque année plus que ce qu'on peut stocker. Allez, on va prendre des questions dans la salle.